Gilles enseigne l'histoire moderne à l'Université de Grenoble. Agrégé docteur, il a été formé à l'Université d'Aix-en-Provence avant de rejoindre l'École française de Rome, où il a publié une thèse sur les Français à Rome au siècle des Lumières. C'est un spécialiste de la circulation des hommes et des idées. Bon, à ses talents d'historien, il ajoute un talent particulier de chercheur d'or. Il a découvert, il y a quelques années, des archives privées du cardinal de Bernis qui ont permis de reconsidérer l'histoire diplomatique de l'Europe au XVIIIe siècle. Et il a continué, il a trouvé une autre pépite qui sont un corpus énorme, les éphémérides de François de Paule Latapie, qui est un naturaliste et peut-être plein d'autres choses, un fils spirituel de Montesquieu. Et en redécouvrant ça, il a aussi finalement renouvelé la connaissance du voyage en Europe au siècle des Lumières. Le voyage de Latapie n'a plus grand-chose à voir avec le parcours très normé du Grand Tour des voyageurs anglais. Le naturel chose, et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup chez ses prédécesseurs. Donc le XVIIIe siècle, on nous propose trop souvent comme le siècle de la raison triomphante, est aussi finalement celui des émotions de la liberté. Et pour les voyageurs, c'est une vraie découverte de l'autre et une vraie découverte de soi. Et moi, quand j'ai lu ce livre, indépendamment de son intérêt purement historique, ça m'a donné l'occasion de réfléchir sur la notion de voyage, ce qu'on peut retirer d'un voyage ou ce qu'on peut ne pas en retirer. Et j'aimerais beaucoup que les 30 millions de visiteurs qui viennent chaque année à Venise s'intéressent aussi à ce genre de réflexion. Moi, j'ai parlé trop longtemps, je laisse la parole à merci beaucoup, merci Alain. Alors, est-ce que vous préférez que je parle au micro ou est-ce que vous préférez que je parle sans micro? Avec micro, très bien. Alors, je vais essayer de ne pas parler trop fort. Buonasera, benvenuti a tutti. Parlerò in francese per questa conferenza, però potremo proseguire per la discussione in italiano senza problemi. Merci à Alain, merci à Gilles Debot, à l'Alliance française pour cette invitation. Alors, je suis venu de Grenoble, ville qui a vu naître l'un des plus célèbres voyageurs de l'histoire, la personne de Stendhal, pour vous parler d'un phénomène historique que l'on croit bien connaître, qui est celui du voyage au XVIIIe siècle, mais qui mérite à mon avis d'être reconsidéré sous un œil neuf. Les passionnés d'art et d'histoire que vous êtes pourraient se dire à bon droit au sujet de l'ouvrage que je viens vous présenter ce soir, encore un livre sur le Grand Tour. Alors en réalité, non seulement le livre dont je viens vous parler ne traite pas véritablement du Grand Tour, mais il conteste assez vigoureusement ce qualificatif, utilisé très souvent à tort et à travers lorsque l'on souhaite parler du voyage dans l'Europe ancienne. Je crois qu'il faut faire une mise au point de vocabulaire préalable, qui est toujours quelque chose d'important quand on s'intéresse, quand on est historien, on est aussi historien des mots. Quand est-ce que l'expression Grand Tour est utilisée? Elle n'est pas utilisée en réalité, ou très peu, par les voyageurs du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Un ouvrage seulement paraît avec le titre de Grand Tour parmi ceux qui sont publiés au XVIIIe siècle, et on ne trouve plus l'expression dans les plus célèbres dictionnaires de l'époque, comme ceux de Diderot ou d'Alembert. En fait, l'appellation Grand Tour, pour caractériser le voyage dans l'Europe ancienne, s'est développée après coup. Et à deux époques précises de l'histoire, quand on y réfléchit. D'abord, lorsque sont apparues les toutes premières agences de voyage touristiques, dans le courant du XIXe siècle. L'expression de Grand Tour est à ce moment-là utilisée pour désigner un art du voyage dont ces agences promettent de vendre en quelque sorte à leurs clients. Et puis dans un deuxième temps, l'expression de Grand Tour a envahi la production des livres consacrés à l'histoire du voyage à partir de la fin des années 60 du XXe siècle, donc assez tardivement,
et avec des chiffres impressionnants, puisque j'ai pu recenser quelques 145 livres utilisant dans leur titre le terme Grand Tour au XXe siècle et 319 depuis le début du XXIe siècle. Donc on a véritablement affaire à une inflation de livres qui utilisent le mot Grand Tour qui en vient à désigner, à être ce que nous les historiens nous appelons un chrononyme, un nom d'époque. On parle de l'époque du Grand Tour. Que nous raconte cette sorte d'inflation terminologique? Elle nous raconte, à mon avis, l'inquiétude des sociétés européennes du XIXe siècle et du XXe siècle face à la naissance du tourisme et face à ce phénomène devenu incontrôlable que l'on appelle le tourisme de masse. Le touriste étant toujours, aux yeux de celui qui le regarde, l'idiot du voyage, je reprends ici le terme employé par le sociologue Jean-Didier Urbain, l'expression de Grand Tour a permis de mettre en avant une manière plus distinguée de voyager. Et elle s'est donc imposée comme une sorte d'argument de vente d'abord, puis comme un véritable mantra historique permettant de valoriser un supposé âge d'or du voyage dont il faudrait accuser une sorte de nostalgie face au péril que le tourisme fait planer sur la nature comme sur la civilité citadine. À l'heure où les paquebots de croisière envahissent le port, c'est plus tout à fait le cas heureusement, la lagune vénitienne, à l'heure où les immeubles parisiens se vident toujours de leurs habitants pour laisser place à d'éphémères visiteurs attirés par les tarifs de la plateforme Airbnb, la mise en avant du Grand Tour permet d'exorciser une forme de mauvaise conscience européenne. Elle est un catalyseur de notre psychologie collective, davantage, à mon avis, qu'un marqueur d'histoire. Alors, est-ce à dire que le Grand Tour n'a jamais existé? Si, il a existé, mais il doit être rapporté à une modalité particulière du voyage dans l'Europe ancienne. Celle du voyage pratiqué par les noblesses européennes, le Grand Tour désignant cette pratique qui conduit, à partir du XVIe siècle, de jeunes nobles, pas seulement anglais d'ailleurs, à parcourir le continent pour cultiver leur amour de l'Antiquité tout en complétant leur formation de courtisans. Ce voyage des élites se fondait sur des principes d'éducation, de distinction sociale, permettant à des individus favorisés par la naissance ou par la fortune de trouver des alter ego, des gens comme eux, au-delà des frontières, et de nourrir aussi des goûts artistiques très valorisés dans le pays d'où ils venaient. Alors, je vous parle de tout ça en préambule, car en réalité, c'est d'une toute autre philosophie et d'une toute autre expérience du voyage que je suis venu vous parler aujourd'hui. Au siècle des Lumières, en effet, de nouvelles catégories de population aspirent à voyager. Et ces couches sociales considèrent le voyage comme un instrument privilégié de leur émancipation, selon des principes, selon des usages qui n'ont que peu à voir en réalité avec la pratique du Grand Tour, voire qui s'inscrivent en faux contre le Grand Tour des aristocrates. D'où la question que je vais essayer de traiter avec vous ce soir. Pourquoi les Européens voyageaient-ils au XVIIIe siècle? En quelle expérience a-t-elle été pour eux à la fois, je dirais, socialisatrice et émancipatrice? Dans quelle mesure a-t-elle participé à une aspiration à la liberté qui se donne évidemment pleinement à voir à la fin du siècle lorsque surviennent en France et ailleurs les événements révolutionnaires que l'on sait? Pour répondre à ces questions, l'historien doit se poser des questions de méthode. Quelles sources utiliser pour traiter, et si possible aussi pour renouveler l'histoire du voyage dans l'Europe ancienne? Je crois qu'il y a 3 pistes qui sont envisageables, et j'ai pour ma part dans ce livre choisi d'en privilégier une. Je vais chercher à vous expliquer pourquoi. La première piste, c'est celle des récits de voyage, qui sont extrêmement abondants lorsqu'on parle de l'Europe au XVIIIe siècle, puisqu'ils ont plus que doublé du début à la fin du XVIIIe siècle. On est passé de 1556 titres à 3450 titres pour les seuls ouvrages publiés sur le voyage au XVIIIe siècle. Une abondance qui est évidemment très tentante, mais qui forme aussi un piège pour l'historien, car, ces écrits étant extrêmement nombreux, ils empêchent, ils bloquent une approche véritablement comparative du phénomène du voyage. Ils encouragent aussi, il faut bien le dire, un cloisonnement des études. On va étudier le voyage en Angleterre, séparément du voyage en Italie, on va étudier telle ou telle catégorie de voyageurs selon leur nationalité, les voyageurs anglais, les voyageurs italiens, les voyageurs français, et on n'a pas de vision globale et générale. À ceci, autre problème, c'est que le voyageur qui publie un récit de voyage publie une reconstruction de son expérience de voyage. Il va avoir tendance, lorsqu'il va paraître son ouvrage, à privilégier
ce qu'il a aimé, ce qui s'est bien passé, à terre ses difficultés, difficultés qu'il a rencontrées au bord de sa route. Et il donne finalement, lorsqu'il publie son récit, une cohérence à celui-ci qui n'est bien souvent qu'une cohérence rétrospective. Alors, il y a une deuxième voie que les historiens du voyage ont utilisée, c'est la voie des guides de voyage, des ouvrages et des textes qui ont cherché non pas à décrire forcément une expérience de voyage, mais à dire qu'est-ce qu'il faut visiter, comment bien voyager. Donc des textes que l'on connaît dans le jargon des historiens sous l'appellation d'arts apodémiques, qui présentent l'avantage considérable de révéler ce que je appellerais les horizons d'attente des sociétés vis-à-vis du voyage. Puisque quand on lit un guide, on découvre ce que l'on nous propose de voyager. Mais ces textes prescriptifs ou ces textes théoriques présentent un autre inconvénient, c'est celui de nous montrer finalement non pas le voyage tel qu'il est, mais tel qu'il devrait être, tel que les auteurs de guides ou les auteurs de prescriptions l'envisagent. Alors il y a une troisième piste, et cette troisième piste, c'est celle que j'ai essayé d'utiliser pour écrire ce livre, c'est la piste de ce que j'appelle les archives du voyage. Qu'est-ce que je désigne par ce terme ? Eh bien, un vaste archipel de documents qui sont à la fois des lettres, des journaux, des croquis, des cartes, des brouillons, qui ont été composés par les voyageurs au fur et à mesure de leur route, et qui sont souvent demeurés à l'état manuscrit, qui n'ont pas fait l'objet de publication, en tout cas en tant que telles. Ces sources sont intéressantes parce qu'elles ne contiennent pas seulement des descriptions du voyage, des descriptions de l'ailleurs, mais parce qu'elles documentent les modalités du voyage en train de se faire, les émotions ressenties au fil du chemin. Et je crois que bien davantage que les produits finis du voyage sortis des presses, elles sont comme les lunettes, en quelque sorte, à travers lesquelles les voyageurs du siècle des Lumières envisageaient le monde autour d'eux. Alors, c'est à l'une de ces archives de voyage que j'ai eu la chance d'accéder en entrant en contact avec les descendants d'un voyageur qui avait parcouru l'Europe à la croisée des règnes de Louis XV et de Louis XVI. Son nom et son portrait, vous le voyez ici, François de Paul Latapie, un savant bordelais, né en 1739, mort en 1823, dans lequel certains ont voulu voir un fils caché de Montesquieu, car il est vrai que le père de ce Latapie était notaire du philosophe de la Brède, du philosophe Montesquieu. En tout cas, ce personnage a laissé derrière lui un océan de manuscrits inédits que l'on peut à bon droit considérer comme riche et la plus complète, en tout cas, des archives de voyage de tout le XVIIIe siècle européen. Je vais en dire quelques mots pour commencer, pour vous présenter ce que ça représente. Cette archive se compose d'abord, vous avez ici une carte des itinéraires européens de Latapie, qui voyage, vous le voyez, à la fois en Angleterre, en France et en Italie. Donc une archive qui, avec des journaux de plus de 4 millions de signes, qui décrit les pérégrinations quotidiennes de ce voyageur dans cet espace européen. Ces journaux, Latapie leur donne le nom d'éphémérides, comme pour caractériser le fait qu'il décrit au jour le jour tout ce qu'il voit et tous ceux qu'il rencontre. Ce sont ces éphémérides que j'ai retrouvés et numérisés il y a une quinzaine d'années. Vous voyez ici la première page de ces 14 cahiers que j'ai retrouvés et numérisés dans un château viticole de l'Entre-deux-Mers. Mais l'archive de voyage Latapie est en réalité beaucoup plus ample, puisqu'elle comprend un ensemble complet, vous en voyez ici une petite illustration, d'annotations, de mémoires sur les lieux visités et des centaines de lettres échangées par le voyageur avec proches et ses protecteurs. Alors parmi ses protecteurs, on retrouve bien sûr la famille Montesquieu, non pas le philosophe qui meurt en 1755, mais ses descendants, mais également d'autres grandes familles de l'époque, dont les Trudaine ou les La Rochefoucauld. Des lettres, des documents qui sont partagés entre les archives privées, donc des descendants Latapie, mais aussi les archives publiques bordelaises. Alors, après avoir, ce qui m'a pris un certain temps, laborieusement transcrit, étudié ces centaines, ces milliers de pages, j'ai voulu les confronter avec 254 autres écrits de voyage, manuscrits comme un issus de la plume des célèbres voyageurs du XVIIIe siècle, des voyageurs que l'on connaît, Montesquieu par exemple, Casanova, Voltaire, etc. Et le résultat de cette confrontation entre les archives de Latapie et les écrits de voyage davantage connus, c'est ce qui vous est proposé dans ce livre, un livre qui se veut une autre histoire du voyage, écrite au ras du sol et au fil du chemin, parce qu'il plonge en quelque sorte le lecteur au cœur de ces expériences voyageuses qui ont été celles des hommes et des femmes des Lumières. Alors,
qu'est-ce qu'on découvre à la lumière de cette enquête, qui m'a pris quelques temps, quelques années? J'aurai pas de prétention à l'échelle de la conférence de ce soir de vous résumer tout ce que vous pourrez y lire vous-même, mais je voudrais insister simplement sur 3 dimensions qui singularisent, à mon avis, l'expérience du voyage au temps des Lumières. D'abord, la dimension philosophique. Qu'est-ce qui fait qu'on ne voyage pas au XVIIIe siècle comme avant et comme après? Ensuite, la dimension géographique. Qu'est-ce qui fait qu'on voyage dans des espaces différents que ceux connus auparavant? Et enfin, ça sera la 3e partie de mon propos, la dimension sociale et émotionnelle, pour comprendre qui voyage et quelles sont les émotions que l'on ressent au fil du voyage. Et je dois dire qu'au fil de cette enquête m'a procuré beaucoup d'enthousiasme aussi, beaucoup de travail, mais aussi beaucoup d'enthousiasme, parce que j'ai acquis la conviction que le voyage forme un prisme très important, en réalité, pour repenser la pensée, pour revisiter, excusez-moi, la pensée, l'espace, la société, la politique des Lumières, et donc pour replonger finalement aux origines de notre modernité. Alors, premier point, si vous voulez, premier temps dans mon exposé, la dimension philosophique. Le fait qu'on ait affaire au XVIIIe siècle à une nouvelle philosophie du voyage. L'utilité des voyages a été pensée, évidemment, bien en amont du XVIIIe siècle. On peut songer à Montaigne, qui, dans ses essais, justifie le voyage par la nécessité, dit-il, de frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui, et qui recommande aux jeunes de voyager pour ne pas avoir la vue raccourcie à la longueur de leur nez. Ça, c'est Montaigne, c'est la Renaissance et le XVIe siècle. Mais quelque chose de radicalement neuf, de radicalement nouveau, se joue au XVIIIe siècle dans l'approche philosophique du voyage. Car au XVIIIe siècle, voyager n'est plus seulement une affaire d'éducation individuelle. Représenter le grand tour des aristocrates. Voyager devient une expérience qui s'inscrit dans une tentative de compréhension globale et collective du monde. Et pour comprendre l'enjeu de ce rapport nouveau et décisif qui se joue entre voyage et philosophie, je vous citerai des observations qui sont assez peu connues mais qui sont intéressantes, publiées en 1783 par le marquis de Pesé. Voilà ce qu'il écrit. Les voyageurs sont aux philosophes ce que les pharmaciens sont aux médecins. Sur les relations des premiers, les philosophes appuient leur système. D'après la pharmacie des autres, les médecins dictent leurs ordonnances. Si les pharmaciens changent les médicaments, les malades meurent. Si les voyageurs mentent, les philosophes font de faux calculs. Le rôle de voyageur est donc plus important qu'on ne le pense. Voilà une phrase, des propos qui montrent que dans la culture des Lumières, voyager et philosopher représentent en quelque sorte 2 activités étroitement dépendantes et complémentaires. Alors ceci étant dit, de manière un peu concrète, comment est-ce que les voyageurs pouvaient-ils se rendre utiles aux philosophes des Lumières? Quelle manière de voyager devaient-ils privilégier pour apporter à ces philosophes des connaissances nécessaires afin de comprendre le monde et aussi afin de rendre, parce que c'est l'objectif de la philosophie appliquée des Lumières, afin de rendre la société plus heureuse. Il y a 2 dimensions qui me semblent intéressantes à convoquer et qui vont faire l'objet donc du coup de petits développements dans cette première partie consacrée à la philosophie du voyage. La première dimension, c'est une défense et une illustration du voyage à pied. Car au XVIIIe siècle, le voyage à pied n'est plus seulement réservé aux colporteurs, aux pèlerins ou aux migrants saisonniers. Il est aussi le moyen de transport que prônent les philosophes. Parcourir les campagnes suggère Diderot aux voyageurs. Et Rousseau lui emboîte le pas en écrivant « Quand on ne veut qu'arriver, on peut courir en chaise de poste, mais quand on veut voyager, il faut aller à pied ». Eh bien, les manuscrits de voyage laissés par Latapie permettent de comprendre comment ces aspirations des philosophes se sont traduites de manière très concrète dans les pratiques des voyageurs du second XVIIIe siècle. En effet, dans ses éphémérides, Latapie documente la passion pour la marche dans la nature qui s'empare de nombreux voyageurs et il dresse lui-même, là je vais vous donner un extrait de son journal inédit, ce vibrant éloge de la marche face aux autres moyens de locomotion. Je cite Latapie. En voiture, c'est-à-dire en voiture hippomobile évidemment pour le XVIIIe siècle, où l'on va rapidement, on ne voit que l'ensemble d'un pays et les images se succèdent si rapidement qu'il n'en reste que de faibles traces. À cheval, c'est-à-dire quand on est sur le dos d'un cheval, on voit beaucoup mieux. Les objets se détaillent mieux et restent davantage.
Mais pour qui en a la force, le courage et le temps, il me semble que les voyages les plus utiles et ceux qui se gravent le plus profondément dans l'imagination, ce sont les voyages faits à pied. On pourrait penser que cette défense, illustration du voyage à pied, c'est lié à Latapie, c'est lié au fait que c'est un naturaliste, qu'il appréhende le terrain en savant. En réalité, beaucoup d'autres couches sociales au XVIIIe siècle se sont mis à voyager à pied. Je pense en particulier aux agronomes, comme Arthur Young, qui visite les campagnes françaises avant la Révolution française. Je pense aux pèlerins, bien sûr, qui sont rompus à ce type de pratique, mais aussi aux artistes. Alors, bien sûr, tous les voyageurs du XVIIIe siècle ne sont pas des marcheurs. Citons ici, à Venise, l'exemple de Casanova, qui a sillonné, on a pu le calculer, pas moins de 65 000 kilomètres, non pas à pied, mais dans toute sa vie d'aventurier gyrovague. Et sur ces 65 000 kilomètres, on a pu calculer que seulement 570 l'ont été à dos de cheval et seulement 275 kilomètres à pied en dehors des villes. Casanova n'est pas un voyageur à pied. Il est en revanche plus moderne lorsqu'on examine certains des moyens de locomotion qu'il a utilisés. Sur les chemins de Saint-Pétersbourg, il se fait remarquer par exemple entre 1764 et 1765 par, je cite, une façon de voyager aussi agréable que comique. L'attelage aménagé, qu'il baptise du nom de dormeur, peut apparaître comme un véritable ancêtre de nos modernes vannes et autres camping-cars, puisque l'aventurier vénitien l'utilise à la fois pour se déplacer, bien sûr, mais aussi pour manger, pour dormir et bien sûr pour faire l'amour. Donc, la randonnée au contact avec le pays réel, que ce soit à pied ou à travers d'autres moyens de communication, chose qui dans nos sociétés une sorte d'éthique existentielle. Antoine de Bec a fait un beau livre sur son marché. Je crois qu'il est important de resituer, de redonner une épaisseur historique à cette préoccupation du voyage par la marche, qui est devenue, aujourd'hui, il faut bien le dire, essentielle aux sociétés de la vitesse, dont on est bien sûr les héritiers. Le voyage à pied, l'intimité du rapport à la nature qu'il fait naître, ne sont pas des inventions du XXe siècle, ni de l'époque romantique, comme on le croit souvent, mais bien des revendications de la culture et de la philosophie des Lumières. Le deuxième point que je voudrais aborder sur cette dimension philosophique du voyage, c'est la pratique de ce que j'appelle, dans le livre, le voyage frontière. Car il faut se demander en quoi le voyage à pied, réalisé au plus près des territoires, contribue à mieux comprendre le territoire, à donner une approche plus globale, plus encyclopédique du monde. Et sur ce point également, les archives de Latapie sont très intéressantes. Je vous montre ici une carte que j'ai fait réaliser de la traversée, de la longue traversée. Alors, on peut faire réaliser cette carte car les archives sont d'une profusion et d'une précision étonnante. Donc, on peut comprendre tout le parcours que Latapie a fait, si vous voulez, de son départ à Bordeaux, on est en octobre 1774, jusqu'à son arrivée en Italie. Bon, Nice, évidemment, est une capitale déjà italienne, puisque c'est une des villes du royaume de Piémont-Sardaigne. En tout cas, cette traversée de la France méridionale. Et vous voyez qu'à travers cette traversée, Latapie alterne les moments de marche à pied, c'est les trajets verts, les moments de circulation en voiture hippomobile et les moments aussi d'utilisation de canal, en particulier le canal du Midi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers ces moyens différents de se déplacer, à travers cette longue traversée, qui fait que le voyage en France n'est pas un préambule au voyage Italie, mais est déjà en quelque sorte un voyage en soi, eh bien le voyageur consacre différentes étapes à différents objets du voyage, qui sont à la fois des sites historiques, bien sûr, qui vont devenir célèbres, comme le pont du Gard, mais aussi des espaces naturels. C'est tout ce qui est signalé, je crois, en vert. Alors, il n'y a pas la légende, mais la légende est dans le livre, les points verts dans la carte. Et puis, il s'intéresse aussi aux sites productifs, dans cette forme de proto-industrialisation qui le pousse à visiter les manufactures, notamment à Marseille et dans différentes villes. Ce que les voyageurs des Lumières cherchent à avoir, c'est une vision globale du territoire. Une vision que Latapie qualifie lui-même, dans une expression que je crois très juste, de synoptique. Comprendre un territoire en sa globalité, en mettant en confrontation les différentes ressources naturelles, historiques, humaines qui le composent. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé dans ce livre cette notion nouvelle de voyage frontière. Alors, voyage frontière, c'est pas un voyage à la frontière des pays, mais c'est un voyage à la frontière des connaissances, à la frontière des différents objets du voyage. Et ce voyage frontière, on le saisit aussi de manière tout à fait singulière à travers la façon dont Latapie aborde un site qui devient très célèbre au XVIIIe siècle,
qui est le site de Pompéi. Pompéi commence à être fouillé au mi-temps du siècle, et Latapie se rend à 3 reprises sur le site lors de son séjour à Naples. On est en 1775-1776. Ici, vous voyez une reproduction très célèbre des premières fouilles sur le site de Pompéi, avec le dégagement du célèbre temple d'Isis, qui inspira entre autres les opéras de Mozart. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que Latapie produit à l'issue de ses visites, et ce qu'il produit, vous voyez, c'est ceci. C'est-à-dire un plan d'une modernité redoutable, car c'est un plan zénital des fouilles de Pompéi. Et un plan qui considère que Pompéi n'est pas simplement, si vous voulez, une chasse au trésor qui permettrait à la monarchie napolitaine de capter des fresques ou des statues qu'elle exhiberait en quelque sorte dans ses collections, mais une vision très moderne, parce qu'une vision qui envisage le chantier de fouilles dans sa globalité. Vous voyez ici indiqué, il cherche à comprendre quelle est l'enceinte supposée de la ville. Donc considérer le site archéologique finalement à l'appui d'une culture qui est une culture aussi naturaliste et une culture scientifique. Alors ce plan, qui se trouve dans les archives Latapie et également dans les archives bordelaises, a à ce titre énormément intéressé les archéologues de Pompéi dès les années 50, parce que c'est, avant Piranèse, le premier plan zénital des fouilles. J'ajoute que ces voyages, situés aux frontières de différentes formes de connaissances, donc connaissance du territoire, de la matière volcanique qui a enseveli le site de Pompéi et connaissance de ses vestiges, par exemple, connaissance du territoire global aussi du site de fouilles, est aussi moderne parce qu'il permet à différents voyageurs de collaborer entre eux. On aurait tort de penser que le voyageur des Lumières est un voyageur solitaire. Le siècle des Lumières est un siècle très sociable, et les voyageurs voyagent très souvent entre eux et forment des communautés qui sont aussi des communautés de compétences, qui associent un antiquaire, un naturaliste, un dessinateur, un écrivain, pour comprendre le territoire. Un voyage qui est très célèbre, auquel on associe souvent le mot de grand tour, mais de manière, à mon avis, totalement erronée, le voyage pittoresque de l'abbé de Saint-Non dans les Deux Siciles. Ce n'est pas du tout un grand tour, c'est un véritable voyage frontière, car il rassemble un groupe composite, fait d'amateurs, de dessinateurs, de graveurs, de gens de lettres, d'architectes, mobilisés au tournant des années 1770-1780, pour rendre compte de l'exploration d'un lieu qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, parce que les voyages s'arrêtaient très souvent à Naples, un lieu aveugle dans l'Europe du voyage. Ce lieu, c'est l'Italie méridionale et insulaire, en particulier la Sicile. Donc, pour en conclure sur ce premier point, cette nouvelle philosophie et ces nouvelles pratiques du voyage, je crois que, parce qu'ils embrassent d'un même œil histoire humaine et histoire naturelle, au moyen, j'espère vous l'avoir fait comprendre, d'un rapport de plus grande proximité avec l'espace parcouru, les voyageurs des Lumières mettent en pratique une philosophie du voyage qui appartient en propre au XVIIIe siècle et qui ne peut donc être confondue ni avec le prolongement du Grand Tour, qui naît avant lui au XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, ni avec la préfiguration du tourisme qui fait lui son apparition au XIXe siècle. Alors, je voudrais maintenant en venir à un deuxième point, après cet autre voyage, un point qui... voilà, c'est bon. Un point qui évoque la dimension spatiale et géographique. Je suis très sensible à cette dimension géographique au voyage, et je voudrais vous en dire quelques mots à propos de l'Europe. Que les voyageurs du XXe siècle aient été de grands explorateurs, ça échappait à personne. En nom, que ce soit ceux de Cook, de Bougainville ou de Lapérouse, suffisent à évoquer, je crois, cette aspiration des Européens des Lumières à de lointaines explorations. Mais je crois aussi qu'en focalisant l'attention sur les grandes expéditions maritimes lointaines accomplies à travers le globe, on a oublié que cette logique d'exploration du territoire, elle touche aussi l'Europe. Elle touche le proche et pas seulement le lointain. Elle touche les chemins de l'Europe autant que le mystérieux Pacifique qui a tant fasciné, on le sait, les Européens des Lumières. Donc à l'échelle du vieux continent européen, les voyageurs du XVIIIe siècle ne se contentent plus d'investir les cours et les villes, ils partent à la découverte des milieux naturels, ruraux, insulaires, péninsulaires, qui avaient jusqu'alors été délaissés. Et donc ces voyageurs des Lumières, ils sont aussi très modernes, parce qu'ils encouragent une sorte d'articulation inédite, nouvelle,
entre les littoraux et l'intérieur des terres, entre les vallées et les sommets. On sait tous que, évidemment, Saussure a été l'un des premiers à gravir le Mont Blanc. Entre des capitales et des régions plus reculées. Ils rendent en somme possible, au sens strict, une première unification culturelle de la géographie européenne. Alors, pour aborder ce second point, je voudrais évoquer avec vous deux aspects qui me semblent intéressants de cette autre géographie du voyage et de cette autre géographie. D'abord, le premier point, ça sera de vous montrer comment ces voyageurs des Lumières, et Latapie n'en est qu'un exemple, cherchent à découvrir. Alors, je vous livre ici une expression qui est dans les éphémérides, qui je trouve belle et très révélatrice, découvrir ce que Latapie appelle les chemins où Dieu ne passa jamais. Les chemins où Dieu ne passa jamais, ça fait penser au livre Cristo si è fermato a Eboli, très beau livre, mais je crois que qu'est-ce que Latapie veut caractériser finalement par cette belle expression? Qu'est-ce que c'est que ces chemins où Dieu ne passa jamais? Je crois que c'est trois choses en réalité. D'abord, ce sont des terres, des territoires de confins. Des territoires qui n'ont jamais été explorés auparavant et qui sont situés dans des périphéries méconnues de l'Europe du voyage. En effet, à la visite des grandes capitales culturelles de la péninsule, se surimpose pour Latapie. On le voit bien, je crois, dans cette carte. Vous avez ici une carte du voyage de Latapie. Alors, il n'y a pas que de la nouveauté. Toutes les grandes capitales culturelles comme Venise, comme Milan, comme Rome, comme Naples sont présentes dans l'itinéraire du voyage et Latapie demeure de manière très longtemps dans ces villes. Mais vous voyez qu'à travers les lignes bleues qui correspondent à ces traversées maritimes, Latapie s'intéresse aussi à l'Italie du Sud et à ces territoires de confort, et en particulier à ces îles, Corse, île d'Elbe, île de Giglio, île de Capri, Sicile, archipel maltais, qui composent véritablement, redéfinissent une autre géographie du voyage, une géographie plus profonde en quelque sorte. Et je crois que cet exemple de Latapie pour l'Italie vaut aussi pour d'autres territoires de l'Europe, puisqu'à la même époque, d'autres voyageurs poursuivent l'aventure toujours plus à l'est, en partant à la découverte par exemple de la Grèce, de l'Anatolie, au moyen d'ailleurs de nouveaux moyens de locomotion très adaptés, qu'il s'agisse de frégates, qu'il s'agisse de petits bateaux à voile. Mais je crois que cette quête des confins, elle touche bien sûr l'Italie, bien sûr la Méditerranée, mais elle touche l'Europe dans toutes ses directions. Vous avez ici une carte que vous pourrez retrouver dans le livre, qui est la carte des routes d'Europe les plus fréquentées par les voyageurs, avec les distances, en quelque sorte, des distances-temps qui permettent de relier les différents points. Mais si l'on focalise un petit peu sur une géographie qui nous est plus familière ici à Venise, qui est la géographie vénitienne, on se rend compte, bien sûr, l'exemple est connu, de la manière dont les Vénitiens ont une fascination tout à fait nouvelle et importante pour les peuples des Balkans, pour les peuples morlaques, cet ancien peuple slave qui habite les confins des Balkans, et qui paraît indissociable de la reprise en main économique et politique que la République de Venise veut mener aux marges de ce de terre ferme. Je rappelle que c'est en réponse à une mission confiée par le Sénat vénitien que Alberto Fortis, qui est l'un des grands compagnons de voyage de Latapie, on le découvre dans les archives Latapie, et bien part en 1773 pour ce fameux voyage de Dalmatie, Viaggio en Dalmatie, dont la publication l'année suivante va jouer un rôle tout à fait important dans la redécouverte à travers l'Europe des cultures associées à ces confins balkaniques. Donc il y a aussi une dimension politique dans ces voyages. Et je crois que on aurait tort de faire des voyageurs des Lumières de débonnaires et tranquilles promeneurs. Un certain nombre de visées impérialistes au XVIIIe siècle, qu'elles soient russes, autrichiennes, britanniques, françaises, vénitiennes, ont poussé à cette époque au voyage et à l'exploration de territoires nouveaux et aussi variés que la Grèce, la Sibérie, la Galicie, les Highlands, la Corse, la Dalmatie. Autant d'exemples qui sont mobilisés dans ce livre et qui montrent que les voyageurs ont aussi été les pionniers d'une forme de colonisation intérieure du vieux continent, menée souvent au nom d'un processus de civilisation porté par la philosophie des Lumières. Donc, ces chemins où Dieu ne passe à jamais, ce sont des territoires relativement lointains, des terres de conflit, sont aussi des territoires proches. Dans le cadre de ce que j'appelle, dans le livre, l'invention du voyage autochtone, c'est-à-dire voyager, c'est pas forcément aller très loin pour se dépayser, mais c'est apprendre à mieux connaître son pays lui-même, son propre pays que l'on ne connaissait pas.
Et cette dynamique me semble tout à fait fondamentale, y compris aujourd'hui dans le contexte de quête de sobriété énergétique qui nous est imposée par les urgences climatiques, que l'intensité du dépaysement peut passer aussi par une d'empaysement. Alors, ça, c'est une nouveauté très importante que les Britanniques eux-mêmes ont expérimenté. Je rappelle ici cet ouvrage très important des années 1770 du gallois Thomas Pennant, qui, avec Samuel Johnson, publie un récit de voyage en Écosse, qui va donner lieu à toute une série de voyages à la fin du XVIIIe siècle qui montrent que les Anglais s'intéressent de plus en plus aux Highlands, à la partie nord de la Grande-Bretagne, et qui fait en sorte que le Home Tour va devenir une sorte de pendant du Grand Tour qu'ils prisaient en direction de l'Italie. Et ce qu'on découvre à la lumière des éphémérides de Latapie, c'est que cette logique de visite de son pays lui-même touche en réalité tous les États de l'Europe, puisque Latapie ressent, en voyageant la France, un certain choc patrimonial. Il prend conscience finalement des richesses du Royaume de France et de l'intérêt pour les voyageurs de le redécouvrir. Donc des terres de confins, des territoires proches, et pour filer la métaphore et continuer un peu plus avant sur les territoires proches, je crois que ces chemins où Dieu ne passe à jamais, ce sont aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui, vous le savez, dans les guides, maintenant il y a des guides qui se publient pour essayer de pousser le touriste à prendre la tangente des grands monuments, des itinéraires bis, les guides détours ou les guides du routard qui ont commencé à faire leur apparition en Europe dans les années 70. Eh bien, les voyageurs des Lumières inventent aussi au sens strict ces itinéraires qui poussent à, au sein d'un pays que l'on croit connaître, prendre la tangente et découvrir d'autres choses. Alors, là-dessus, je donnerai un exemple qui est celui de Venise, parce que Latapie sera à Venise. Alors, Venise n'est certes pas du tout, la Sérénissime, pas du tout en Latapie séjourne à Venise, il retrouve Alberto Fortis, il est tout à fait séduit par le paysage urbain vénitien. Venise m'étonne et me plaît. C'est peut-être le chef-d'œuvre de l'industrie humaine et le spectacle le plus étonnant qui puisse être offert à un voyageur. Donc Latapie est tout à fait séduit par Venise. Mais Venise, au XVIIIe siècle, n'est pas seulement, comme on la caricature souvent, cette espèce, je cite un extrait de Fougeray de Montbrun, cette espèce de foire et d'entrepôt de tous les plaisirs que Fougeray de Montbrun caricature un peu en se référant à la période du carnaval. La terre ferme vénitienne donne lieu au XVIIIe siècle à de nouvelles découvertes. Et je voudrais vous en montrer un exemple à travers cette fameuse route qui relie Venise à Milan, une route très importante pour les voyageurs, puisque c'est la route qu'avait emprunté Montaigne, qu'a emprunté Montesquieu. Mais vous voyez à travers cette carte que, je vais me lever pour voir maintenant ce que je vous démontre, Latapie, à un moment donné, se détourne de la route principale entre Venise et Vérone pour aller explorer cette zone des Préalpes et des montagnes vicentines. Donc vous voyez, il passe à Ardignano, à Montechiara di Crostara, à Vestena, San Pietro di Mussolino. Et alors, que va-t-il faire en quelque sorte dans cet espace? Eh bien, il va réaliser, mais il n'est pas le seul, beaucoup de voyageurs le font à cette époque, l'une des enquêtes scientifiques les plus importantes de l'époque, qui pousse les voyageurs à essayer de résoudre le mystère des poissons fossilisés du mont Bolca. Car cette zone des Préalpes vicentines contient un certain nombre de poissons, enfin de fossiles de poissons datant de l'Éocène, et qui pose une véritable énigme à ces voyageurs des Lumières. Parce que d'abord, ils se demandent pourquoi il y a des poissons dans les montagnes, ce qui est évidemment étrange quand on a une vision un peu fixiste de l'histoire de la Terre. Et puis surtout, ils prennent vite conscience en regardant la forme de ces poissons, que ces poissons ne rentrent pas dans la catégorie traditionnelle de la classification des animaux de Linné. Donc ces poissons, apparemment, ils ne sont pas connus. Donc ce type de réflexion, ce type de doute, ce type d'incompréhension lié à des itinéraires nouveaux dans le voyage ouvre la voie à évidemment d'autres enquêtes plus larges, à plus large spectre géographique, qui vont aboutir, on le sait, au XIXe siècle, avec Darwin, avec la théorie de l'évolution des espèces. Mais vous voyez qu'un espace local, un espace finalement assez connu dans l'Europe du voyage qui est celui de Venise, permet aussi ce type d'enquête humaine. Et le deuxième aspect que c'est un aspect qui concerne également le fait que les voyageurs partent à la rencontre de célébrités, de personnages très, très connus de l'Europe. Je vais prendre un autre micro. D'accord.
ça saute moins, ça sera plus agréable pour tout le monde. Merci. Les voyageurs des Lumières, en effet, ne traversent pas seulement l'Europe à la découverte de nouveaux espaces. Bien sûr, ce sont des gens très sociables, ils vont à la rencontre de nouveaux interlocuteurs. Et le voyage des Lumières, en ce sens, innove, là aussi, je crois, parce qu'il ne correspond plus seulement à l'entre-soi, entre-soi nobiliaire, entre-soi aristocratique, mais les voyageurs cherchent à aller à la rencontre de personnalités connues pour leur engagement au service du bien public. Le voyage forme cette expérience qui permet à des lecteurs, à des amateurs, l'espoir de rencontrer des figures publiques admirées par-delà les frontières, que c'est celles d'artistes, de savants ou de simples comédiens. Je citerai à ce titre le dialogue, un dialogue qui a lieu entre Casanova, voyageur, qui rencontre Voltaire dans sa maison des Délices, donc tout près de Genève, en 1760. Casanova dit à Voltaire, c'est un extrait que l'on trouve évidemment dans l'histoire de ma vie de Casanova, c'est Casanova qui parle, « Je me plais à étudier l'homme en voyageant. » Alors Voltaire lui répond, « C'est le moyen de le connaître, mais le livre est trop grand. On y parvient plus facilement en lisant l'histoire. » Sous-entendu, pour Voltaire, il est mieux de lire des bouquins plutôt que de partir à la rencontre de gens pour essayer de comprendre le monde. Et Casanova répond à propos de l'histoire, « Elle ment. On n'est pas sûr des faits, elle ennuie, et l'étude du monde en courant m'amuse. » Voyager, c'est évidemment partir aussi contre de l'autre. Voltaire, à ce titre, que vous voyez dans la reproduction de ce tableau de Jean Hubert, n'a pas été un grand voyageur. Mais il est devenu en lui-même, et c'est ça qui est assez moderne, je crois, une destination de voyage. On va au XVIIIe siècle visiter Voltaire comme on pourrait visiter Rome ou Venise. En particulier à partir du moment où, en 1759, le philosophe se fixe dans cette retraite de Ferney et où il accueille un certain nombre de voyageurs. Latapi n'échappe pas à la règle d'ailleurs, Latapi qui rend visite à Voltaire lors de son passage à Ferney en 1777, et où il dit, lorsqu'il rencontre Voltaire, « J'ai passé là, je compte parmi cette journée figure parmi les plus heureuses de ma vie. » Il est d'ailleurs très intéressant de constater comment Latapi parle du corps du philosophe, du corps de Voltaire. Voltaire qui est à l'époque, en 1777, âgé de 83 ans, il mourra un an après à Paris. Et Latapi écrit de lui, ça correspond assez d'ailleurs au portrait que Jean Hubert a pu en tirer, il a l'air d'un homme qui sort du tombeau ou d'une grande maladie. Ses jambes sont comme des fuseaux et son visage presque comme celui d'un squelette couvert d'une peau desséchée. Que nous dit cet extrait des éphémérides du voyageur? Il nous dit que, je crois, à l'image des rois du Moyen-Âge, tels que les a dépeints Kantorowicz, le philosophe des Lumières se voit doté d'un double corps par les voyageurs qui l'observent et qui lui rendent visite. Vous avez d'abord le corps physique, soumis à une décrépitude avancée qui est celle de l'âge, qui annonce sa fin. Et puis vous avez un corps philosophique qui fascine les voyageurs, qui symbolise, lui, la pérennité immortelle d'une pensée qui se veut émancipatrice pour l'humanité à venir. Donc vous voyez que si on s'intéresse à la géographie du voyage, c'était mon deuxième point, je crois que c'est une autre Europe du voyage qui se dessine au tournant du XVIIIe siècle. C'est pas simplement l'Europe des aristocrates du Grand Tour, il y a bien d'autres choses, on s'intéresse à bien d'autres choses, à bien d'autres destinations. Reste à savoir à qui cette Europe du voyage demeurait accessible, ou, pour le dire autrement, qui était véritablement susceptible de prendre la route pour devenir un voyageur. Et c'est ce que je voudrais évoquer dans la dernière partie de mon propos, qui sera consacrée à ce qu'une société du voyage éprise de liberté. Une des idées fortes que la lecture du livre vous permettra, je l'espère, auquel la lecture du livre vous permettra de prendre conscience, c'est que ce que j'appelle la société du voyage est beaucoup plus diverse, beaucoup plus dynamique que l'image que nous en renvoient, par exemple, les fameux portraits réalisés à Rome par Pompeo Batoni. Alors, bien sûr, ces portraits d'aristocrates, vous en voyez un ici avec un beau cafetan écossais, sont un témoignage du fait que la société du privilège continue au XVIIIe siècle à se légitimer la pratique du voyage. Mais ces portraits dissimulent le fait que des couches nouvelles de la société aspirent à voyager et parviennent à prendre la route.
des voyageurs, on trouve de nombreuses femmes, mais également des aventuriers, des transfuges de classe. Et au fil du siècle, en somme, l'archive des voyageurs s'élargit, se recompose au gré de goûts qui comptent d'une société animée par un ardent désir de liberté. Alors, le problème pour l'historien, c'est souvent de mesurer les flux de voyageurs. Car le voyage, contrairement à la sociabilité des académies, des loges maçonniques, des institutions, ne laisse pas de traces pérennes, ne laisse pas de liste. Et là, je crois que les éphémérides de la tapie sont d'une redoutable utilité et efficacité. J'ai, à l'appui de ma lecture des éphémérides, réalisé une base de données, dont vous voyez ici un court extrait, qui documente les 1313 rencontres que le voyageur effectue au fil de toute sa traversée de la France et d'Italie, de Bordeaux jusqu'à Malte, en passant par tout le pays que je ai évoqué tout à l'heure. Donc entre 1774 et 1777. Qu'est-ce qu'on... Évidemment, la tapie écrit, c'est qu'un seul voyageur, mais vous voyez qu'au-delà de lui, on a toute une société du voyage beaucoup plus cosmopolite, beaucoup plus bigarrée qui se fait jour. D'abord, parmi ces 1313 rencontres, 245 voyageurs de différentes nationalités, dont beaucoup sont inconnus parce qu'ils n'ont pas laissé de traces, et qui permettent de prendre conscience que ce qu'on appelle le grand tour des aristocrates ne représente que un tiers, 81 voyageurs sur ces 245, différents voyageurs qui parcourent l'Europe. Bon, le grand tour, c'est un motif, mais un motif parmi d'autres. Deuxième ça concerne les catégories sociales que le voyage rencontre. L'idée qu'on se fait du voyage, très souvent, c'est le voyage dans l'Europe ancienne, c'est l'entre-soi, on rencontre des gens de sa couche sociale, etc. Sur les 1313 rencontres recensées, pas moins de 24% relèvent de couches populaires. Voilà un cinglant démenti à l'idée que la pratique du voyage ne concerne au XVIIIe siècle que le monde des élites. Ce que nous dit ce chiffre, lorsqu'on le regarde de plus près, c'est qu'au XVIIIe siècle, toute une société sédentaire vit et au rythme des aspirations de l'Europe voyageuse. Des secrétaires, des guides locaux, des cicérones, des maîtres de langue, des diplomates, des voituriers, des valets de place, des libraires, des aubergistes, tous ces gens vivent d'une économie du voyage qui n'attend pas la naissance du tourisme, et donc la révolution des transports, pour se mettre en mouvement. Alors, pour en revenir aux différents types de voyages, évidemment, je n'ai pas le temps ici de tous les évoquer, mais vous pourrez cheminer en lisant ce livre avec des voyageurs pèlerins, des voyageurs aventuriers, des voyageurs libertins, des voyageurs artistes, des voyageurs savants, des voyageurs malades aussi, parce qu'on va beaucoup en Europe pour tenter de se guérir, des voyageurs francs-maçons, thématique aussi très importante, auquel je consacre un chapitre. Mais il est néanmoins une catégorie sur laquelle je voudrais insister ici, peut-être pour terminer mon propos, tant elle recoupe toutes les autres, c'est la catégorie des voyageuses. Car si sur les 245 voyageurs que fréquente la tapie, seuls 28 sont des voyageuses, cela ne doit pas faire oublier la dimension profondément libératrice que revêt au XVIIIe siècle l'expérience du voyage et sa mise en récit par des femmes. C'est à cette époque, en effet, que plusieurs femmes parviennent à construire ou à renforcer d'abord leur statut d'autrice au moyen de l'expérience et de la littérature du voyage. C'est le cas, si je passe sur le portrait d'une voyageuse, mais c'est le cas de Mary Wortley Montagu ou de la française Anne-Marie Dubocage. Mais ce que j'ai surtout voulu montrer dans le livre, c'est comment l'expérience du voyage est pour les femmes des Lumières un facteur favorable de libération, au sens où l'entend Michel Foucault. C'est-à-dire que cette perspective prolonge, à mon avis, celle qu'avait envisagée l'historienne Michel Perrault, considérant dans le chapitre de son Histoire des femmes intitulé « Sortir » que l'assignation à la sédentarité a toujours représenté une forme du contrôle social et patriarcal. Différents exemples que je développe dans le livre, que je n'ai pas développé ici, mais exemple par exemple de la voyageuse allemande Sophie von Laroche qui traverse la France en 1785 depuis Spire jusqu'à Bordeaux. Exemple aussi de l'anglaise Esther Lynch Piozzi. Et je crois que son exemple est intéressant parce que le voyage coïncide chez elle avec une mise en avant de la liberté amoureuse face aux rigidités des normes amicales et sociales. En effet, à la suite de son second mariage, et donc de son divorce, à la suite de son second mariage avec Gabriel Piozzi, qui est un maître de musique italien, catholique et peu fortuné, alors
un maître de musique, donc un nom noble, catholique et sans argent, ça fait quand même beaucoup de défauts pour les Anglais. Et donc les Anglais ont rejeté considérablement Esther Lynch Piozzi et son second mari. Et donc elle va utiliser le voyage avec son second mari en Italie en 1784 comme une forme de mise en avant de justification de sa liberté. Les femmes qui voyagent sont donc souvent au XVIIIe siècle des femmes libérées, on pourrait dire. Ce sont en tout cas des femmes courageuses, il faut aussi le rappeler, car les voyages excédant le plus souvent, à l'époque, la durée de 9 mois, celles qui y sacrifient se préparent nécessairement à la perspective possible d'accoucher à l'étranger dans des conditions incertaines, loin de leur domicile. Pourquoi on n'est pas surpris de voir figurer dans les dialogues de conversation courante franco-allemande que propose Madame de Genlis, dans un manuel du voyageur de 1799, un dialogue destiné, je cite, à une voyageuse forcée d'accoucher dans une auberge. Comment dire en allemand, trouvez-moi quelqu'un pour m'aider, trouvez-moi une nourrice, etc. Donc une épreuve qui nous conduit, je crois, à une dimension que j'ai voulu rendre centrale dans l'écriture du livre, c'est la dimension, et je terminerai par là, des émotions associées à l'expérience du voyage. Car, et Alain le rappelait tout à l'heure dans ses propos liminaires, je crois que c'était tout à fait juste, on aurait tort de réduire le voyage des Lumières au voyage de la raison. Le siècle des Lumières, siècle de la raison, encyclopédie. Les émotions nouvelles éprouvées face à la nature, mais aussi face aux inégalités sociales, font du voyage des Lumières un voyage original et à nul autre pareil. Un voyage de ce que j'appellerais un voyage de la raison sensible. Car on a aujourd'hui à envisager de manière contradictoire ce chantier de la raison et cette dynamique des émotions. Alors là aussi, la tapis, mais est aussi un guide en la matière, puisque non seulement les éphémérides du voyageur mettent en scène ses émotions, face au théâtre du monde, mais elles contiennent un secret qui permettait à la tapis d'exprimer tout en les dissimulant ses pensées les plus secrètes et les plus ignobles. Cet alphabet imaginaire, manifestement un peu inspiré du grec, que je suis parvenu à décoder en partant des voyelles pour remonter aux consonnes. Si certains souhaitent poursuivre la lecture du livre, je me ferai le plaisir de leur dédicacer l'ouvrage en alphabet secret de la tapis, avec leur nom. Que nous apprend cet alphabet? Eh bien, entre autres choses, que les voyages de la tapis n'ont pas seulement formé un apprentissage pour se lancer dans la carrière d'inspecteur des manufactures pour comprendre le territoire, mais que ces voyages, c'est aussi une fuite, un véritable exil émotionnel qui vise à se guérir d'une blessure qui est tout à la fois sociale et sentimentale. Avant de partir pour l'Italie, la tapis est employé à Paris, comme c'est le cas de beaucoup de gens de sa couche sociale, qui est une couche moyenne intermédiaire dans la société d'Ancien Régime. Il est employé comme précepteur dans une aristocratique famille, la famille des Langeron. Une idylle se noue alors entre lui et la jeune Aglaé de Langeron, idylle tuée dans l'œuf, évidemment par les parents, pour lequel il est absolument improbable qu'une future marquise épouse un vulgaire fils de notaire. Totalement abattu, la tapis se prépare à mettre fin à ses jours, avant, finalement, de prendre la route pour laisser en quelque sorte à la vie et au voyage une dernière occasion de le surprendre. Et cette thérapie progressive par le voyage, je ne vous en dis pas plus, mais le livre développe ça, que les passages de l'alphabet crypté nous permettent de suivre pas à pas. Comment on suit par le voyage une blessure sentimentale, en quelque sorte. Alors, ça c'est le cas de la tapis, mais je crois qu'au XVIIIe siècle, les émotions liées au voyage, non seulement des émotions d'individus, ce sont aussi des émotions collectives. Et là, je reprends le concept développé par l'historienne médiéviste américaine Barbara Rosenwein, le concept de communauté émotionnelle. Les voyageurs au XVIIIe siècle se réfèrent à des émotions communes et donc à des aspirations finalement très partagées. Et il est important de s'en rappeler, car aux origines de ces enthousiasmes collectifs, certains voyages ont servi de modèle. Que seraient par exemple les villas palladiennes édifiées au XVIIIe siècle dans les campagnes anglaises? On a tous en image, je crois, à travers le film Barry Lyndon de Kubrick ou à travers les tableaux, ces très belles villas anglaises inspirées de Palladio. Qu'est-ce que ça serait sans le voyage qu'avait accompli l'un des principaux architectes de ces villas, William Kent, en Vénétie, entre 1709 et 1719? Alors, je vous parle car le livre tente à démontrer, ça je passe, c'est l'extrait le passage d'un extrait avec passage crypté dans les éphémérides de la tapis, que je n'ai
tout traduire, mais qui est développé dans le livre. La tapis a joué un rôle très important dans la diffusion, le transfert d'une nouvelle esthétique très très forte, très importante, qui s'est développée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est l'esthétique des jardins à l'anglaise. Vous savez, cette liberté associée au jardin, associée au paysage, en rupture avec les jardins à la française, les jardins versaillais hérités de le nôtre. Et là, pour le coup, la tapis a un rôle un peu plus connu et important à l'époque, car il a publié une traduction d'un ouvrage d'un Anglais, Whately, un livre de la tapis, traduction développée qui s'appelle L'art de former les jardins modernes. Et dans cette traduction, il transforme le terme de romantic, utilisé par l'auteur, en un autre terme, qui est le terme de pittoresque, qui va servir, parce que cette traduction anonyme, la tapis n'a pas laissé son nom, a été très lue dans les années 1970, va servir, si vous voulez, de caractérisation pour caractériser ces jardins pittoresques à la française. Et l'approche émotionnelle, finalement, que la tapis développe de ces jardins anglais est tout à fait révélatrice. On en a un exemple ici dans le passage qu'il donne de sa lecture du Temple of British Royalties, le temple des gloires britanniques que la tapis décrit lorsqu'il va à Stowe, et face auquel il déploie, si vous voulez, une émotion qui est très très moderne, parce que il légitime finalement, associant la liberté du jardin à la liberté politique de l'Angleterre, l'idée que devrait adopter la France d'une sorte de panthéon consacré aux grands hommes. C'est ce qui m'amène à la tout dernier point que je voudrais évoquer avec vous dans le cadre de cette conférence, c'est comment on passe des émotions esthétiques à des émotions plus politiques. Et je crois qu'il est important de terminer là-dessus, car au XVIIIe siècle, on le retrouve avec cette carte, évidemment, politiquement, toute l'Europe n'est pas monarchique, toutes les monarchies ne sont pas absolues, et toutes les républiques, car il y en a, Venise en fait partie, ne sont pas égalitaires. Et donc, il faut prendre conscience combien, en franchissant des frontières finalement très précises, les voyageurs des Lumières ont l'occasion de se confronter avec des formes multiples d'altérité politique, ce qui génère chez eux des émotions lourdes de conséquences lorsqu'ils reviennent dans leur pays d'origine. Une géographie sous-jacente tend par exemple à relier, dans l'imaginaire émotionnel des voyageurs, les modèles républicains de la Suisse et des Pays-Bas. Les voyageurs qui arpentent ces espaces s'émeuvent de la tendance de ces républiques modernes à s'implanter dans des milieux géographiques hostiles. La République amphibie hollandaise, les Pays-Bas, la République montagnarde suisse, tout se passe comme si la lutte contre les éléments naturels s'était révélée propice au combat des habitants pour défendre leur liberté. Alors, dans ces références républicaines, l'Italie joue un rôle très important, non seulement à travers ces anciennes républiques que sont celles de Gênes et de Venise, mais qui sont moins vues comme des modèles car elles sont associées à des gouvernements aristocratiques, mais également les petites républiques, comme celle de Lucques ou comme celle de Saint-Marin, qui servent d'étendard, en quelque sorte, à cette aspiration à la liberté. Car l'ivresse concrète de la liberté est vraiment quelque chose qui s'empare des voyageurs sur les routes de l'Europe au tournant des Lumières. Je cite la tapis en 1774, lorsqu'il prend le chemin de l'Italie. « Chacun est dominé par ses goûts, le mien est la liberté extrême. Je veux toujours pouvoir me dire, je verrai ceci, j'irai là, si je veux. » Cet amour de la liberté guide aussi le voyageur lorsqu'il compare les ouvriers travaillant à l'arsenal de Toulon et ceux travaillant à de Venise. Ce qui me déplaît à Toulon, dit la tapis, c'est l'affreux spectacle de 2000 galériens qui en supportent tous les travaux, au lieu que l'arsenal de Venise ne présente que des hommes libres. Et je crois que par-delà la tapis, il y a beaucoup d'exemples dans le livre, de nombreux voyageurs revendiquent cette liberté. Je cite le cas d'un conseiller au Parlement de Grenoble qui écrit à un moment, pour un voyage court, un voyage autochtone qui est dans ces vallées autour de Grenoble, « Nous venons de quitter une ville qui nous ennuie. Nous fuyons les affaires et ne courons qu'après la liberté. C'est un air pur que nous cherchons sur ces montagnes, une manière de vivre indépendante de toute étiquette et toute bienséance gênante. » Donc vous voyez qu'avant de s'ériger en programme politique et en étendard citoyen, la liberté est aussi une émotion intensément éprouvée sur les routes de l'Europe. Et, je terminerai par là, éprouver me semble le mot juste, car
dans une société d'ordre, aussi clivée que celle de la fin de l'Ancien Régime. Conquérir sa liberté au fil du chemin, c'est une épreuve de tous les instants. C'est la raison pour laquelle j'ai cherché dans le livre à analyser différentes émotions éprouvées par les voyageurs, la joie, le rire ou la colère. Et bien, une qui m'a particulièrement intéressé, c'est la honte. Car la honte est une émotion que Latapi éprouve à de multiples reprises, comme en témoigne cette scène qui se déroule en mai 1775 dans ce paysage. Vous voyez, ce paysage virgilien magnifique. On est à proximité d'Albano, au sud de Rome, terre où le cardinal de Bernis, que je connais bien, a été nommé évêque, et où Latapi se rend pour observer la nature. Alors, il marche à pied pour essayer de comprendre le territoire, le paysage volcanique, et puis il tombe sur le carrosse du cardinal de Bernis, qui arrive à Albano pour sa villégiature en quelque sorte. Et là, il éprouve une honte terrible parce qu'il connaît Bernis, il a mangé avec lui plus de dizaines de fois au palais de Carolis. Et là, le fait de se retrouver devant ce cardinal, que soit-il, à pied, c'est quelque chose d'insupportable. Et voilà. À une demi-heure de Castel Gandolfo et dans un endroit où le chemin était assez étroit, j'ai fait la fâcheuse rencontre de monsieur le cardinal de Bernis. Je ne pus éviter que son chef d'office, qui était à cheval, ne m'ait reconnu et abordé. Quand le carrosse a passé, je n'ai pu m'empêcher de mettre mon parapluie devant moi comme un bouclier. J'ai eu sottement une des grandes hontes de ma vie, comme si c'était un grand crime de faire usage de ses jambes, et comme si un homme qui se propose d'observer par lui-même et d'après la nature d'un pays devrait en aller autrement. Il y a dans cette description un instant de basculement, qui se situe quelque part entre le geste physique d'ouverture du parapluie, dissimuler la honte, et le geste d'écriture du journal de voyage qui permet de la sublimer. Cet instant désamorce le mécanisme d'intériorisation de la honte en faisant prendre conscience au voyageur que ce n'est pas lui qui est indigne, mais la société dans laquelle il vit qui est injuste et absurde. Dès lors, l'expérience du voyage n'est plus envisagée comme une contrainte vis-à-vis de normes imposées par l'extérieur, mais comme une occasion, invitant le sujet à être le moteur de sa propre existence. Quel est le sceau de la liberté acquise ? Écrivait Nietzsche. Ne plus avoir honte de soi-même. Eh bien, je crois que c'est cette lutte émotionnelle que Latapi et bien d'autres voyageurs ont menée sur les chemins de l'Europe. Et c'est cette lutte qui nous permet de mieux comprendre l'articulation fondamentale qui relie le temps des Lumières à l'âge des révolutions. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé, je voudrais pouvoir échanger avec vous. Je vais conclure en quelques phrases très très rapides, en vous disant d'abord que dans la longue histoire de l'Europe, le XVIIIe siècle signe, à mon avis, une saison du voyage, à nul autre pareil, qui ne doit être confondu ni avec les prolongements d'un grand tour aristocratique qui fait son apparition dans la seconde moitié du XVIe siècle, ni avec la préfiguration d'un tourisme qui explose au XIXe siècle avec les trains et la révolution des transports. Ce que j'appelle dans ce livre le voyage des Lumières est un chaînon manquant qu'il faut désormais envisager en tant que tel dans la longue histoire du voyage. Et ce moment me semble décisif à reconsidérer aujourd'hui, car il est une véritable, je crois, philosophie du voyage pour notre temps. Que nous disent en fait, finalement, ces voyageurs des Lumières ? Ils nous disent qu'il n'est pas besoin de voyager vite et d'aller loin pour éprouver les vertiges de l'ailleurs. Ils nous disent aussi combien il est important de voyager au plus près de la nature. Et on comprend à les lire les effets actuels de cette dramatique dissociation, séparation entre les savoirs sur la nature et les savoirs sur les sociétés, qui nous a éloignés d'une approche naturaliste des sociétés humaines, autant que d'une approche humaniste du monde naturel. Ils nous disent, ces voyageurs, que le voyage doit être une occasion d'échapper à l'entre-soi et de demeurer sensible aux inégalités sociales. À l'heure où la guerre revient frapper aux portes de l'Europe, comme au Proche-Orient, l'appel de ces voyageurs mérite, je crois, d'être réentendu. Voyager au plus proche de l'altérité, à l'écoute de la nature et en empathie avec les tumultes du monde, c'est bien ainsi que le voyage est appelé à faire sens pour les Européens d'hier comme pour ceux d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.